Donc, c'est parti, Gauthier, pour l'enregistrement. Donc déjà, bah, merci d'accepter de participer à cette interview sur cette chaîne YouTube et sur ce groupe Facebook. Donc, c'est une chaîne qui est dédiée à la préparation mentale pour les policiers, les gendarmes, les militaires, qui Ouais, souhaitent se préparer du coup à des tests de sélection. Des tests qui sont connus, comme le GIGN, le RAID, la BRI, ou des tests avec les forces spéciales, par exemple, plutôt dans les armées. Mais des tests aussi moins connus, comme la brigade d'intervention, bon, qui est relativement connue, mais un peu moins que les autres, le GOS, le PSPG, ou des PSIG, des BAC, etc. Et en fait, bah, ces candidats, ils ont besoin de travailler sur cet aspect psychologique. Et moi, j'ai pensé que ça serait intéressant de faire appel à toi. Et je t'invite à te présenter, Gauthier, pour bah, que tu dises un petit peu qui tu es et, entre guillemets, en quoi la préparation mentale ou en quoi le mental dans ta carrière a été déjà important pour toi, d'une certaine manière. eh bien, bonjour à tous. Alors, moi, j'ai été pilote dans l'armée de l'air, pilote de chasse pendant 25 ans. J'ai quitté l'armée de l'air il y a un an et demi. Euh, donc, j'ai été pilote de défense aérienne, combat aérien, et ensuite pilote à la patrouille de France. Euh, donc, c'est vraiment une expérience de vie de corps et de vie de groupe et de vie d'équipe. Le mental, la psychologie fait partie un peu de tout cet univers parce qu'on affronte un peu des peurs. Ces peurs-là, elles sont soit tout à fait logiques, soit parfois elles sont liées à d'autres petites choses. Donc il faut savoir les combattre parce que de toutes les façons, tout le monde a peur. Je dirais presque qu'il ne faut surtout pas embaucher ou un pilote de chasse ou quelqu'un des forces spéciales ou du PSIG ou des forces de gendarmerie, d'élite, s'il a jamais peur, parce que ce serait l'amener à sa perte. Donc c'est la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on affronte la peur et comment on essaye voilà, de passer au-dessus et d'être toujours performant malgré ce petit niveau de stress qui arrive parfois, quoi. Ok. Et quand tu parles de peur, te concernant, Gauthier, est-ce que si on parle de peur comme ça, toi aujourd'hui, il y a une peur qui peut te concerner ou qui t'a concerné et que tu as appris à gérer d'une certaine manière, dont tu pourrais parler, donner une anecdote un peu comme ça? Euh, je peux pas te dire, il y a vraiment un sujet sur lequel j'étais plus fébrile que d'autres. Et il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que beaucoup, au départ, en tout cas dans la formation, c'est ce qui concerne principalement les gens qui se forment à l'actuel, c'est que j'avais une peur, c'était plus la peur de l'échec, la peur de pas y arriver ou de pas être à la hauteur, qui était liée avec cette envie de réussir et de prouver que moi j'étais capable de faire quelque chose de fort et donc j'avais quelque part cette peur de ne pas y arriver, plus que peur du vide ou peur du combat, etc. Moi, c'est plus la peur de mais si j'y arrive pas, en fait, ça me posait un réel problème d'imaginer que je pourrais ne pas y arriver, que j'aurais du mal à le supporter psychologiquement. Je pense que c'était peut-être cette peur-là. Et bah, au début, je l'ai supporté hein, parce que je savais pas trop comment faire avec. Euh, et puis avec le temps, en fait, je l'ai apprivoisé et maintenant, je la reconnais plutôt comme étant une quête au départ qui a été voilà, de pouvoir prouver à mes proches que j'étais capable et que ça, c'était vraiment très important. Et je pense que dans un grand concours, dans un concours pour ce genre d'exercice, on peut s'arrêter parce que justement, on va être paralysé par cette peur de vouloir prouver aux autres qu'on est capable et qu'il faut arriver à comprendre d'où ça vient et peut-être à se dire non, en fait, l'enjeu est pas là. L'enjeu est déjà la première chose, c'est de comprendre que ce soit au psy, au GIGN ou pilote de chasse, on ne demande pas des surhommes. On ne demande pas des gens avec des capacités super développées. On demande des gens qui sont bien dans leur basket et qui embrassent déjà un engagement et que, à force de travail, ils arriveront à dépasser ces peurs, à dépasser ces choses-là. Donc la première chose, c'est qu'ils comprennent que on ne veut pas des surhommes, que ça n'existe pas déjà, et que en revanche, des gens qui apprennent les choses de manière simple pour qu'ils sachent les restituer après dans un environnement où il y a un peu de pression
Mais d'abord, un, ils sont capables de le faire. Et deux, c'est la motivation qui leur permettra de dépasser leur peur. Et qu'à un moment, oui, ils vont avoir peur et que ça fera partie un peu du jeu et qu'il faudra l'affronter et peut-être aller déminer 2-3 petites choses dans son fort intérieur. Mais ça prendra un peu de temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si au départ, on a un peu peur, ça prend un peu de temps. Ok. Et toi, du coup, Gauthier, avec aujourd'hui, donc si j'ai bien retenu ce que tu m'as dit la dernière fois, tu as été 2 fois leader de la patrouille de France. Tu as eu, t'es à plus de 20 ans de carrière, c'est ça, en tant que pilote de chasse, avec Ouais. un nombre d'heures de vol qui est de 3700, quelque chose comme ça, j'ai vu sur Internet. Euh, Un peu plus maintenant, je suis plus à un- 4002 maintenant. Ok, d'accord. Donc c'est une sacrée expérience. Et là, tu parlais un petit peu voilà, du rêve de certaines personnes, donc d'intégrer des unités d'élite, de devenir pilote de chasse, par exemple. Donc ça peut être plein d'autres métiers, mais qui au départ peuvent paraître un peu inaccessibles. On se dit, ah, il faut être un surhomme. C'est des personnes qui ont des capacités que moi, je n'aurais jamais. Euh, Maintenant, quand des personnes viennent te parler, donc quand tu leur expliques, quand ils ont connaissance de ton parcours, etc., est-ce que parfois tu ressens chez certaines personnes, ce que tu décris là, des personnes qui te mettent un peu sur un piédestal et qui, eux, finalement se disent, ah, mais moi, je pourrais jamais faire ça. Et tout, du coup, qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes? Tu en as déjà un petit peu parlé là, mais tu as déjà ressenti ça un petit peu? Ouais, en fait, on est vite, et surtout à la patrouille de France, suivie par une population de personnes, qui fait que régulièrement, les gens vous abordent en disant que vous êtes un surhomme, que vous arrivez à faire des choses qu'eux n'arriveront jamais à faire. Donc c'est un peu, oui, c'est ce qu'on est de dire. En fait, c'est pas vrai, c'est pas un sujet, c'est pas de la fausse modestie que de dire que c'est des choses qui s'apprennent. Et donc, ça, c'est vraiment important euh, de, de, que ces gens, en allant au PSIG ou au GIGN ou dans ces unités d'élite, ne considèrent pas qu'il faut être un surhomme pour le faire, sinon ils vont se mettre directement dans une situation d'infériorité ou, en tout cas pour les gens qui manquent un peu de confiance, qui est quand même assez fréquent. C'est même plutôt assez sain de se dire que c'est difficile et qu'on n'a pas forcément toutes les capacités pour le faire. Mais il faut se persuader qu'ils les ont et se persuader que c'est des choses qui s'apprennent parce que la particularité de l'être humain, c'est qu'il est faible et pas fort, même s'il aimerait être très fort. L'être humain est extrêmement faible, avec beaucoup de fragilité, et que ce qui lui permet finalement d'arriver à faire des choses compliquées, c'est un grand travail et une grande confiance dans l'équipe et dans le groupe dans lequel il va évoluer. Et donc, c'est vrai que dans ces tests-là, souvent, on va venir chercher des qualités individuelles, mais il faut savoir que ces qualités individuelles qu'on va venir chercher, elles se travaillent. Et comme un exercice de maths ou d'exercice de physique en terminale, en seconde, si on travaille, ou de français ou d'économie, on arrive à le restituer. Mais ce qui va leur permettre après de réaliser les choses qu'on a pu voir, les exploits qu'on a pu voir au GIGN, notamment le plus connu à Marseille, c'est avant tout l'équipe. Et on voit dans tous ces exercices-là la capacité de se mettre au service des autres. Et c'est ça qui crée une énorme force. Moi, j'ai beaucoup d'exemples, que ce soit dans l'aviation de combat ou que ce soit à la patrouille de France, où le fait que chacun se mette au service de l'équipe nous permet tous individuellement de réaliser des choses dingues, d'avoir une confiance très forte, et ensuite de réaliser des choses techniques sur lesquelles on ne se sentait pas capable. Donc, il y a la phase de test où, si on s'y prépare bien et qu'on est conscient qu'on a les capacités pour le faire comme tout le monde, on va réussir ce test. Mais ce qui va nous permettre après de réussir plus particulièrement tout ce qu'on va réaliser en opération, c'est avant tout un travail collectif, rarement. Et ça, c'est hyper important de décrypter pourquoi on a dans ça dans la tête. C'est qu'on est baigné quand même dans un univers cinématographique notamment, mais pas que, où on va mettre en valeur des personnalités qui font des choses incroyables. Alors moi, à mon époque, c'était les John Rambo, les Rocky Balboa, mais maintenant, après, il y a eu plein d'autres exemples, les Bruce Lee et j'en passe. Pardon. Ça, c'est du cinéma. Ça n'existe pas dans la vraie vie, ou en tout cas pas du tout. Et donc, c'est avoir confiance dans le fait que c'est l'équipe qui va
sublimer finalement l'être humain et l'amener à faire des choses qu'il ne se pensait même pas capable de faire, quoi. Ok. C'est vrai que je pense que beaucoup de monde a cette image, en tout cas quand on parle du GIGN, de cet assaut à Marignane. On voit les personnes en tout cas, on voit les opérateurs que déjà, on est obligé d'être engagé, on est obligé d'être entré dans cette unité pour des valeurs fortes et pour un engagement très puissant quand on va se confronter à des personnes qui en face n'ont pas peur de mourir. Et quand on les voit arriver comme ça près de l'avion, on se dit que, ouais, comme tu dis, l'équipe, c'est vraiment important, même si pour la préparation de tests, et c'est une question que je voulais te reposer, c'est aussi comment toi, quand tu as dû être évalué, testé, personnellement, comment toi tu t'es préparé? Comment tu t'es conditionné en quelque sorte pour te préparer? Ça, c'est une question qui m'intéresserait parce que souvent on me demande comment est-ce que je peux me conditionner avant une épreuve dans ma préparation pour vraiment, avoir les résultats lors des tests. Mais en même temps, comme tu dis, donc il y a l'aspect individuel, mais l'aspect collectif, pour ce genre d'unité, c'est primordial et c'est démontré par un grand nombre d'interventions comme celle-ci. Tu vois, ce qui est assez intéressant et assez bizarre à la fois. Alors moi, j'ai eu un cursus plutôt école de l'air, donc pour l'armée de terre, pour la gendarmerie qui a été intégrée un peu à l'armée de terre, ce serait plutôt Saint-Cyr. Et j'avais choisi ce cursus-là en me disant, moi, je veux surtout être pilote de combat. Et donc, si je fais ce cursus-là, j'aurai un petit peu moins de sélectivité sur la technique. En tout cas, elle n'arriverait pas trop tôt. Mais que ce soit en classe préparatoire ou après en sélection en vol, finalement, c'est des choses assez individuelles. C'est-à-dire qu'en classe préparatoire, tu prépares un concours quand même assez compliqué. À l'école de l'air, on était quand même 3000 pour 60 places de pilote. C'était quand même assez sélectif. Et après, dans la sélection en vol, on était sur ma promo de l'école de l'air de 60 pilotes, on a fini 15 ou 20 pilotes de chasse. Donc tu vois qu'à chaque fois, il y a des niveaux de sélectivité et tu pourrais croire que c'est des expériences individuelles. Je veux dire, quand tu es aux commandes de ton avion, tu es seul. Quand tu es en classe préparatoire, tu es seul. Et pourtant, le retour que je peux faire là-dessus, c'est qu'en classe préparatoire, on préparait le même concours et on était hyper soudés dans ma classe préparatoire et on est très nombreux à avoir intégré. Et encore plus en sélection en vol. La sélection en vol, elle dure 6 mois au départ sur un tronc commun, sur un avion qui s'appelle Tucano. Maintenant, ça a changé d'avion. Mais elle dure effectivement en réalité quasiment 2 ans parce qu'après, on va aller faire une sélection pilote de chasse. Après, on va faire du combat aérien, etc. Donc, pendant 2 ans, on peut être mis sur la touche assez facilement. Mais ces cursus de progression sont essentiellement individuels, c'est-à-dire qu'on va travailler, on va partir en vol avec un instructeur qui va noter chaque vol, donc on pourrait croire que là, il n'y a pas de notion d'équipe. Eh bien, mon groupe de pilotes, on était 10 au départ à Salon de Provence, et breveté à Tours, on était 10, et affecté en escadron, on était encore 10. Il n'y a pas eu un seul échec. Et alors, on pourrait dire, oui, peut-être que le groupe au départ était bon, certainement, mais n'empêche que c'est pas normal. Normalement, on aurait dû avoir 2 ou 3 personnes qui arrêtent, qui sont mis sur la touche, etc. Mais il n'y en a eu aucun. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on s'est toujours entraidé. Alors que on s'est toujours entraidé en permanence. Et donc, moi, le conseil que je donnerais à ceux qui préparent le PSIG ou le GIGN ou d'autres, c'est créer des équipes pour vous préparer. Ne le faites pas tout seul, même si finalement, ça va être ne le faites pas tout seul. Déjà, vous allez vous motiver au quotidien pour vous lever le matin et pour aller préparer ça ensemble. Ne le faites pas tout seul. Faites-vous accompagner, faites-le en groupe, créez des petites équipes de copains, etc., 5 ou 6, et préparez, répétez ensemble, etc., soutenez-vous, etc., parce que vous verrez que ce groupe de 5 ou 6, alors qu'ils seront les uns contre les autres au moment de la sélection, eh bien, il y a de bonnes chances qu'il y ait bien meilleur résultat que si chacun était allé se préparer séparément. Donc ça, ce serait mon premier gros enseignement, en tout cas, que j'ai eu moi dans ma carrière, parce que j'étais loin d'être le meilleur et pour autant, j'étais dans un groupe très fort et je suis toujours passé. Et je me suis même retrouvé à la fin leader de la patrouille de France. Ensuite, sur la préparation individuelle, là, j'ai moins d'enseignements, j'ai moins de petits trucs.
ce qui est certain, c'est que la motivation va être un moteur essentiel. C'est-à-dire, une baisse de motivation est souvent assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il faut entretenir sa motivation, il faut l'entretenir en permanence, essayer de toujours se rappeler pourquoi on veut faire ça, qu'est-ce qui nous a motivés, etc. Donc, c'est d'entretenir cette source qui va amener beaucoup de carburant pour se préparer. Et après, une fois qu'on arrive à bien entretenir ça, eh bien, c'est d'aller chercher les détails en permanence. Ne jamais se contenter sur des concours comme ça. J'ai lu un bouquin qui était assez intéressant, c'est la théorie du 80-20. 20% d'effort pour 80% d'efficacité. Je pense que dans ces concours-là, on n'est pas dans cette théorie-là. Là, on va devoir amener 150% d'effort pour atteindre un niveau. Donc là, faut être prêt à souffrir un peu, mais trouver dans la souffrance quelque part quelque chose de beau, quelque chose qui vous permet de vous sublimer. Mais c'est des phases comme la classe préparatoire, comme des sélections, c'est des phases de préparation où là, on n'est plus dans le 80-20. Là, il faut aller chercher un peu les limites et tous les petits détails. Tous les petits détails comptent. Toutes les personnes qu'on peut rencontrer qui ont déjà passé ce concours, qui ont un enseignement intéressant, tous les petits trucs, les groupes Facebook comme ça, toutes les petites choses qui font qu'on va avoir un petit plus qui, à la fin, fera la différence. Et sur l'aspect psychologique et mental, normalement, la motivation permet quand même de passer au travers de ces petits stress, ces petites choses. Okay. Ouais. Et je crois qu'on en a parlé au téléphone, ou alors c'était dans la dernière interview que tu avais fait sur la chaîne Biomécanique, pour citer. Je crois que tu avais parlé qu'en vol, parfois pour gérer le stress, il était possible que vous serriez les abdos, enfin contracter les abdos pour gérer le stress ou les jets, enfin je sais plus exactement. Il y avait plusieurs techniques pour gérer le stress en vol. Donc moi je pense à ça parce que ça peut parler à des personnes qui vont face à une situation d'appréhension, face au vide, face à toute situation qui peut faire peur ou qui peut générer un stress. Est-ce que tu as des exercices que tu as toujours qui ont été efficaces pour toi, pour en tout cas sur le moment T, gérer la sensation somatique, les tensions dans le corps, mais aussi l'aspect plus cognitif avec les pensées. Est-ce que tu as des techniques comme ça, puis pour toi, quand tu es dans une situation vraiment stressante, pour te calmer et te détendre, et après te dire, ça va aller? Alors, première réponse un peu bateau, l'équipe est le meilleur remède. En général, mais ça marche pas à tous les coups parce qu'on n'est pas toujours en équipe, parfois on est seul. Mais premier truc, c'est déjà cette préparation en groupe permet de supporter beaucoup plus le stress. C'est un mécanisme qui est souvent assez méconnu. On croit que, en fait, la force d'une équipe fait que le stress repose sur toutes les épaules comme une construction un peu empirique qui fait qu'avec des gros piliers derrière, on peut tout supporter. Et moi, ça, je l'ai constaté, c'est que la force d'une équipe permet vraiment de gérer le stress. Si tu pars au combat, nous, on a des équipes de combat qui sont 2 avions, voire 4 avions, d'être derrière quelqu'un d'être en équipe déjà permet de refiler une partie de son stress. Donc, petit 1, l'équipe. Sur les techniques un petit peu plus les techniques, nous on utilise des techniques d'optimisation du potentiel. En tout cas, on a été formé à ça. C'est pas des recettes miracles. La première chose sur le stress, c'est qu'il faut savoir qu'une fois qu'il est là, il est très difficile à faire partir. Donc, il faut déjà ne pas se faire dépasser par le stress. Donc, la première chose, c'est de ne pas attendre d'être complètement submergé pour faire quelque chose. Chez un pilote de combat, souvent le stress intervient avant le vol, pas pendant. Pendant, on est dans l'action, on répète les procédures. Souvent, la plus grande difficulté intervient dans l'avant. Et je pense que dans ceux qui vont passer le concours, le plus grand stress, ce sera avant et de pas perdre trop d'énergie dans le stress qu'on va avoir avant, de pas y arriver, des épreuves, etc. Donc, pour gérer ce stress, que ce soit pendant ou avant, dans un avion de chasse, c'est difficile parce que une fois qu'on est dans l'action, on va pas commencer à faire des techniques de visualisation, d'optimisation, etc. Donc, ça va être surtout avant
Et ces techniques d'optimisation du potentiel s'apprennent. C'est un travail qu'il faut faire, qu'on peut commencer sur une préparation un peu longue. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'encourage les gens. J'ai un site internet, il faudra que je te le communiquerai, tu pourras le communiquer, mais il y a un certain adjudant Soria de l'époque qui a maintenant monté une boîte de consulting dans les techniques d'optimisation du potentiel, qui sont des techniques de respiration, des techniques de visualisation, des signes-signal, tout un tas de petites choses qui vont permettre de baisser le niveau de tension, de baisser le niveau de stress qu'on peut faire avant, qu'on peut parfois faire pendant, sur un exercice bien particulier où on va essayer de rappeler un signe-signal. Moi, j'ai vécu dans une génération où on a peu utilisé ces techniques, mais j'ai beaucoup entendu de cas de pilotes qui ont été rattrapés grâce à ça, qui étaient dans des phases un peu difficiles dans leur formation et qui, en utilisant ces techniques, ont pu supporter et même réussir leur formation. Donc, vous voyez ces petites techniques-là, mais il faut pas sous-estimer la force du collectif qu'on a. Parfois, on va aller chercher des petites solutions individuelles, mais c'est surtout moi, ce que j'ai pu constater, c'est celle qui donne beaucoup d'énergie, c'est la force du collectif qu'on a autour de nous et des gens qui vont nous aider à nous préparer et après à vivre l'événement et pas y aller seul. Ok. Ouais, vraiment, cet aspect de collectif, c'est important au sein de l'équipe de pouvoir compter les uns sur les autres. Et depuis ton enfance, même ton adolescence, tu as toujours senti ce besoin d'être entouré, d'avoir ce collectif autour de toi pour gérer des situations, non? Non, je l'ai découvert en fait. Je l'ai découvert parce que moi, je voulais être pilote de combat et je voulais faire ça pour plein de choses. D'abord parce que je voulais servir mon pays. Ensuite, parce que je voulais vivre une aventure. Ensuite, parce que j'étais sportif et que je voulais rester dans un milieu sportif. Donc, je suis pas du tout parti en me disant je veux vivre une expérience collective. Bien au contraire, je la connaissais pas trop. La première, ça a été en classe prépa pour préparer l'école de l'air, et après en sélection en vol, j'étais dans un groupe où on soutenait beaucoup. Et j'ai découvert, et le summum, ça a été à la patrouille de France, parce que moi, je suis le seul peut-être leader de la patrouille de France qui n'ait pas fait acte de candidature au départ pour y aller. C'est-à-dire quand le chef d'état-major voulait un peu changer le recrutement du leader, et il voulait que ce soit quelqu'un qui ait fait une école qui s'appelait l'école de guerre, et donc il a proposé 3 profils dont le mien, et moi je me sentais pas capable et je me suis senti un peu poussé vers ça. Au départ, j'ai dit que je voulais pas y aller, puis finalement on m'a promis de me donner un escadron de combat derrière, donc je me suis dit tu peux pas refuser, mais j'y suis allé pas en confiance, me sentant pas capable de le faire, et j'ai découvert l'année où j'étais leader que j'avais pas de stress, ni de pression, ni de les choses étaient assez faciles. Au début, je me suis attribué de manière très égoïste, et après j'ai compris qu'en fait c'était l'équipe qui était derrière moi qui avait pris sur ses épaules en même temps que moi toute la pression, et là ça a été comme quelque chose d'assez étonnant où j'étais capable de faire des défilés devant des chefs d'État ou des démonstrations devant 50 000 ou 100 000 personnes sans avoir aucun stress négatif. Je partais en vol en me disant ça va être génial, ça va être fabuleux, et je goûtais ce plaisir en me disant mais c'est fou quoi. Et il m'a fallu un peu de temps après pour réaliser qu'en fait c'était pour comprendre, pour savoir que de toute façon je savais pertinemment, et ça s'est réalisé en 2012 quand j'ai fait le défilé sur Paris le jour du 14 juillet, au moment où on est sur l'Arche de la Défense, qu'il faut mettre les fumées. Eh bien, moi, je suis concentré par annoncer la mise fumée, par vérifier la vitesse, plein de choses, le timing, etc. Et je ne mets pas ma fumée. Dans la seconde qui suit, j'ai un équipier qui me dit leader fumée, et je mets ma fumée. Et donc, en fait, quand vous savez que toutes les petites erreurs vont être gommées par le collectif en permanence, parce que chacun est au service du collectif, eh bien, ça annihile complètement le stress négatif. Ça vous donne une énorme confiance, parce que vous savez qu'à tout moment, les choses seront rattrapées par l'équipe sur les petites défaillances. Ce qui n'empêche pas qu'il faut un engagement énorme pour réaliser les choses. De toute façon, ça va de fait. Mais vous savez, vous avez une grande confiance et très peu d'inquiétude, très peu de stress par rapport au fait que derrière, vous avez une équipe extraordinaire qui va en permanence se surveiller mutuellement. Ok.
C'est ce qu'on retrouve aussi avec dans la gendarmerie, dans la police, dans les forces d'intervention. Quand on doit faire une pénétration dans un bâtiment, en fait, on n'a pas besoin toujours de communiquer verbalement, mais on sait que voilà, si tel, par exemple, binôme va rentrer dans telle pièce, moi, je dois me mettre en appui, etc. Et les choses se font de manière tellement fluide parce que ça a été répété, automatisé en entraînement, qu'il y a ce sorte de flow un peu où ça déroule un petit peu tout seul. Et ce que tu dis par rapport à ton expérience donc sur les Champs-Élysées, ça me fait penser à ça. Et voilà, c'est ce que je voulais partager. Et Ouais, Gauthier, juste pour revenir sur là où tu en es aujourd'hui, parce qu'on parlait de confiance en soi aussi un petit peu. Et là, c'est un petit peu on va dire maintenant ta carrière, là maintenant, tu es arrivé quand même à un certain niveau d'expérience, donc avec tout ce que tu as fait. Et avant de commencer, avant de rentrer dans l'armée de l'air, etc., ça a été quoi les évolutions pour le Gauthier en tout début de carrière à aujourd'hui au niveau de sa confiance en lui? Enfin, qu'est-ce qui a changé au fur et à mesure des années? Comment il s'est construit au niveau de sa confiance en lui pour en arriver là? Euh, en fait, la source, c'est vraiment la motivation. C'est-à-dire que toute la quête d'une carrière n'est pas de se dire je veux avoir confiance en moi, je veux avoir confiance en moi. Ça, c'est quelque chose qui avec l'expérience, progresse et en même temps euh, est remis en cause en permanence. C'est-à-dire que quel que soit ton âge, euh, tu peux continuer. Tu vois, moi j'ai 48 ans, je continue à voler sur avion à réaction. Euh, c'est pas une affaire de, c'est pas qu'une affaire d'âge. La différence qui va se passer avec le temps, c'est que l'expérience va te faire découvrir ce que c'est que la vraie vie, ce que c'est que la vie en fait, ce que c'est que le monde. C'est-à-dire qu'on va dire qu'à 20 ans, tu as des illusions sur le monde, des choses, il y a certaines choses qui sont vraies, d'autres qui sont moins vraies. Souvent, tu es un petit peu plus friable au niveau du mental parce que tu n'as pas compris qu'en fait, ton plus grand ennemi, c'était ta posture qui te protège pour pas te faire souffrir et ton ego. Et qu'une fois que tu sors un peu de tes problématiques d'ego et de posture, tu peux effectivement vivre normalement, en tout cas sans vouloir créer un personnage ou une fausse image de toi. Et donc, c'est pour ça que souvent, ces problématiques de mental naissent d'une chose qui est absolument négative, même pour une préparation comme le psych, parce qu'on va vouloir intimement réussir pour, pour montrer à ses parents qu'on vaut quelque chose, ou pour se prouver à soi-même, et ça, c'est pas forcément des très bonnes motivations, en fait. Ce qui doit amener quelqu'un à faire le psych, c'est pas pour que papa et maman soient fiers de lui. Ça peut être des sources de manque de confiance en soi et de stress, parce que justement, on va y chercher quelque chose en fait, non. On vient chercher d'abord une réalisation. Et moi, j'ai trouvé au travers de ma carrière de pilote de combat une réalisation de moi-même. Euh, le fait j'ai pu affronter mes peurs également, et également à la patrouille de France. Et donc, une bonne façon d'éviter de se casser la figure, c'est de se protéger c'est de savoir pourquoi on fait les choses et de bien comprendre que on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un quand on fait le psy, on est là pour servir un pays et que c'est ça la plus grande motivation quelque part. Servir son pays, servir les gens qui sont dans ce pays et servir des valeurs auxquelles on croit. Et donc, la première des réalisations qui doit être trouvée, c'est pas de gagner en confiance, c'est de servir des valeurs qui te portent et qui te font grandir. Et que si tu te mets au service de ça, même si à un moment, tu as un petit déficit de confiance, un petit déficit, une petite marche-pied, un petit truc qui te fait tomber, tu vas te le relever. Tu vas te relever en permanence parce que tes motivations représentent exactement ce que tu veux vivre dans la vie, c'est-à-dire des émotions qui sont liées à des vraies choses. Pas une espèce d'expression de ton ego parce que tu veux te voir plus beau que ce que tu es. Non. Tu ne deviens pas pilote de chasse,
tu ne deviens pas, tu vas pas au GIGN ou au psy parce que tu veux pouvoir dire aux autres, pouvoir te dire à toi-même, putain, je suis un super mec. On n'en a rien à faire de ça. En fait, ce que tu veux, c'est vivre des émotions qui vont te transcender. Et ces émotions qui vont te transcender, elles vont passer au travers d'un sens qui est bien plus fort que de vouloir être beau, vouloir être grand, vouloir être fort. Ce sens-là, c'est de te mettre au service des autres pour des choses qui te parlent. Et ça, on n'est plus dans la... Si tu as ça, au fond de toi-même, tu n'as plus besoin de travailler, tu n'as presque plus besoin de faire des techniques d'optimisation du potentiel, etc. Tu vas le faire naturellement parce que tu veux te mettre tous tes petits atouts pour toi. Mais le plus important pour moi, c'est ça. C'est pourquoi tu fais les choses. Et après, toutes tes fragilités, tu vas les faire sauter, quoi. C'est essentiel. Enfin, c'est de faire les choses vraiment parce que ça vient. Enfin, c'est comme ça que ça me vient, parce que ça vient quelque chose qui vient du cœur et quelque chose qui est profond en nous. Pourquoi on veut les faire pour des valeurs et pour un engagement, et pas pour faire plaisir, comme tu dis, à papa ou à maman ou au professeur quand on était petit, etc. Et ça me fait rebondir un petit peu sur un sujet. C'est j'en vois beaucoup qui me disent je veux intégrer le GIGN ou le RAID ou je veux aller dans les forces spéciales, ou sans doute qu'il y en a qui veulent devenir par exemple pilote et qui ont un peu de la vision un peu fantasmée, qui voient beaucoup de bons côtés. Comment toi tu as géré, c'est un peu cru, mais aussi les contraintes. Donc je pense que du coup la motivation intrinsèque liée avec ce que tu disais juste avant, avec l'engagement, avec le savoir pourquoi on le fait, je pense que ça aide à aussi gérer les contraintes professionnelles avec la gestion du temps. Je pense tu dois beaucoup voyager aussi dans des métiers comme tu as fait. Et comment tu as géré ton équilibre de vie? Voilà, c'est la question que je voulais poser par rapport à ça. Oui, alors c'est des métiers où tu pars, les premières années, tu pars entre 6 mois et 8 mois à l'extérieur de chez toi. Donc, tu as beaucoup de contraintes et il faut trouver un équilibre qui passe assez... à partir du moment où il y a beaucoup d'épanouissement, en fait, ça crée une énergie et une joie, même dans une famille, qui fait qu'on supporte ça. Mais ça demande beaucoup d'attention à l'autre au sein de sa famille. Mais c'est loin d'être inabordable. Il faut surtout être capable de partager ce qu'on vit dans son cercle familial pour qu'il y ait pas deux mondes complètement séparés, mais que le conjoint puisse vraiment aussi avoir sa place et comprendre où est-ce qu'on est quand on est en opération ou à l'extérieur. Ça, c'est assez essentiel. Et là aussi, la motivation le sens qu'on y met doit être bien ajusté, bien équilibré. Non pas non plus toute sa vie ne tourne pas autour de la défense des valeurs et du service de son pays. Il y a aussi un service à la famille qui est important. Et cet équilibre-là doit faire partie de l'équation. Si on met tout pour son métier, c'est pas sain. Il y a un moment, il a une grande part, mais la famille doit aussi avoir sa part. Et ce qu'on découvre, c'est que ce sont des vases communicants. C'est-à-dire que moi, j'ai eu en escadron des pilotes qui étaient dans des situations personnelles difficiles, familiales, et c'est des périodes où on a été obligé de les lâcher un petit peu au niveau du boulot pour qu'ils puissent se reconstruire. Et vice-versa. Si on n'est pas bien au boulot, ça souvent aura des implications sur la famille. Donc de vouloir séparer les mondes, où que ce soit, c'est une mauvaise chose parce que c'est pas possible. On n'est pas des robots, et donc il faut que il y a un moment le métier qui transpire dans la famille et la famille qui transpire dans le métier. Il faut savoir leur donner une place qui est juste. Et si à un moment on revient d'opération et que ça a été très prenant, il faut savoir revenir dans la famille et laisser ça à sa bonne place pour pas se retrouver complètement, encore une fois, à côté de la vie dans laquelle on est, à côté du monde dans lequel on est. Le monde ne tourne pas autour d'une chose. Il y a plein de choses qui doivent être prises en considération, quoi. On peut retrouver beaucoup chez les gens du PSIG et j'imagine du GIGN, comme on trouve dans les forces armées, des gens qui vont rester en opération. Parce que émotionnellement, il y a eu un impact très fort, mais c'est souvent des gens qui vont rester dans le passé.
qui vont rester sur quelque chose qui s'est passé avant, qui vont refuser le présent parce qu'il y aura eu un choc émotionnel. Donc le plus important, en fait, et moi je le vois dans d'autres domaines, hein, la Patrouille de France nous emmène parfois dans un univers un petit peu show business, où on rencontre beaucoup d'autorités, ou pas que show business, ou des autorités politiques, ou d'autres types d'autorités, ce qui fait qu'on se retrouve dans un monde qui est très en vue, qui est très médiatisé, et une fois que c'est fini, eh bien, on revient à une vie beaucoup plus normale, et il faut revenir sur Terre, quoi. Et cet ajustement de la vie va être essentiel tout au long de la carrière. Et si à un moment on le perd, eh bien, on va mettre en jeu soit sa carrière, soit sa famille. Et c'est pas la vie, et en fait, on va vivre à côté de la vie. Et concernant, du coup, ta vie de famille avec tes proches, quand tu partais en opération, hem, tu communiquais beaucoup, par exemple avec la personne avec qui tu vis sur ce que tu as fait et cetera? Tu gardais une part un petit peu de secret peut-être, mais c'était essentiel pour toi la communication au sein du couple, du coup? Alors moi, j'ai eu la chance de pas faire, comme j'étais un pilote de combat aérien et qu'il n'y a pas eu de combat aérien dans mes temps d'opération, j'ai pas vécu de choses qui m'auraient amené à le garder pour moi, parce que il y a des choses qu'on peut pas partager. Euh, il n'y a pas d'intérêt à partager des choses qui sont dans un sens confidentiel, qui doivent rester au sein de la défense. Mais tout le quotidien, lui, peut être partagé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être partagées. Et le lien, oui, le lien, nous, moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le téléphone et souvent Internet sur mes déplacements. Donc, ouais, le lien est important. OK. Le lien est important. Mais je n'ai pas eu, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à vivre des choses trop compliquées qui m'auraient amené à un dialogue difficile avec la famille. Donc, ou des problématiques des difficultés de faire comprendre à l'autre ce que peut être la réalité d'une opération. OK, d'accord. Mais ce lien, il a toujours été quand même présent et c'était important, quoi. Par rapport à l'humilité, j'avais vu que tu avais fait déjà des vidéos ou des enregistrements sur le thème, le leadership par l'humilité, heu, où ça revient sur la notion d'ego et cetera. Hem, c'est quoi quelqu'un d'humble pour toi, Gauthier? C'est délicat, on m'a demandé de parler de ce thème-là, alors que le Mmh. principe de quelqu'un qui est humble, c'est justement pas peut-être tellement de parler d'humilité ou de faire croire qu'on est humble. On n'est jamais vraiment complètement humble. Euh, en fait, pour moi, l'humilité, c'est la force du collectif. Parce que c'est cette capacité de se mettre au service des autres et de s'oublier soi-même. Donc, très, très difficile dès qu'on est dans des métiers qui sont très, très admirés, parce qu'on a vite fait de s'octroyer les lauriers de ça, alors que souvent les lauriers en viennent à toute une équipe. Donc, pour moi, l'humilité, c'est la force essentielle de ce qu'on doit retrouver au psy, au GIGN, dans ces unités-là. C'est cette capacité de se mettre au service des autres. Parce que ce qui fait que ça fonctionne, j'imagine, je ne l'ai jamais fait, mais dans une pénétration d'un bâtiment, comme peut le faire le GIGN ou le RAID, c'est le don de soi, complet au sens de l'équipe. Et, et certains pourraient dire que c'est des belles paroles, peut-être, mais c'est la réalité de la vie. C'est-à-dire que l'humilité, c'est la valeur essentielle du combattant, quel qu'il soit, dans un avion, dans un bateau, dans un char, dans un bâtiment, contre le terrorisme. C'est la plus belle des valeurs qu'on puisse retrouver et qu'on doit travailler au quotidien et qui est vachement mise en danger par notre ego, par nos blessures, par nos postures. Donc ça, c'est the truc. L'humilité, c'est la force. Voilà. Et qui est toujours mise en danger, quoi. Qui est toujours mise en danger. Donc elle doit se travailler toute une vie, du début jusqu'à la fin. Quoi que tu aies pu faire ou pas faire, c'est quelque chose qui doit être le fondement d'une vie, quoi. Et c'est tellement difficile et on est tellement facilement attiré vers la lumière, vers le besoin de dominer, le pouvoir, tout ce qui est le mauvais côté, on va dire le mauvais penchant, parce que la plus grande des illusions serait de croire qu'on est humble, vraiment,
Donc, ça restera toujours à travailler. Et la plus grande des illusions, c'est de croire qu'on est mieux que l'autre et c'est de croire qu'on n'est pas attiré par le mauvais côté. Ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien imager dans le combat aérien, parce que dans le combat aérien moderne, on fait face à des avions qui sont furtifs. Et c'est impossible. Se battre contre quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est impossible. Et donc, nier le fait qu'on n'a pas des mauvais côtés en soi à combattre, c'est comme déjà avoir perdu le combat, parce qu'on ne voit pas en fait qui on est réellement. Et nier le fait qu'on n'est pas complètement humble, c'est déjà avoir perdu le combat. Donc, l'humilité est une valeur cardinale et il faut avoir conscience qu'on n'aura jamais fini de la travailler jusqu'à la fin de sa vie. Et il faut avoir conscience que elle va être toujours mise en danger par nos mauvais côtés qui existent et qu'on doit travailler. Ça peut paraître un discours un petit peu trop cash, un petit peu trop simpliste, mais j'en suis intimement persuadé. Ok. Merci pour ce partage, Gauthier. Quand je pense à humilité, je pense aussi c'est savoir parler des fois de ses vulnérabilités, savoir aussi parler pas montrer que le côté beau et fort de ce qu'on sait faire, de qui on a envie de paraître, mais vraiment de savoir aussi partager, comme là, tu partages beaucoup de ton expérience, mais tu pourrais très bien aussi partager des moments qui ont été parfois, on peut même en parler, hein, des moments où c'était plutôt t'as perçu comme des moments, pas d'échec, mais douloureux ou parfois difficiles à vivre. Et je trouve que finalement, c'est encore plus admirable, encore plus beau de voir un homme ou une femme parler de ce qui a été des moments difficiles dans la vie et comment il les a surmontés. Et que de mettre en avant que l'ego que je veux prendre pour moi, je veux le pouvoir, je veux être mis en avant et écraser un peu finalement les autres, mais de savoir un petit peu rester à sa place, savoir que parfois on peut être attiré, comme tu dis, par des trucs, avoir plus, on peut vouloir plus d'argent, plus de notoriété, plus de réussite dans les trucs. Savoir que finalement rester connecté à ses valeurs, à ce qui est important pour nous, parce qu'on n'est pas que humble, on peut pas, c'est comme tu dis, c'est pas quelque chose d'acquis en quelque sorte, l'humilité. Et toi, dans ton parcours, que tu as des exemples comme ça de difficultés que tu as rencontrées, mais qui finalement t'ont fait grandir et qui t'ont rendu peut-être plus humble d'une certaine manière? Des Ouais. milliers, Alexis. En fait, Et tu si tu vis en avais une ou deux comme ça, mais qui peut-être dont tu as jamais trop parlé, mais qui, finalement ont fait qui tu es devenu, tu vois, par la suite? en fait, des situations comme ça, tu en rencontres tout le temps. Des échecs, tu en rencontres tout le temps. Des réussites, heureusement, beaucoup aussi. Mais si je devais prendre un exemple, c'est en fait, on a souvent tendance à croire qu'on peut changer les choses et peut-être parfois un peu changer les gens. Et, et moi, en fait, par mon parcours, j'ai été amené à être chef, leader de la patrouille de France, commandant escadron de combat. Et j'avais dans cette idée encore toujours ces images d'Épinal un peu liées à notre société, que le chef, ça devait être le meilleur, le chef. Euh, un bon chef, forcément, derrière, c'était une bonne unité, bien commandée, des bons résultats, etc. Et bien ça, c'est complètement faux. Et ça m'a fait tomber plusieurs fois, parce que ça, c'est même presque un péché d'orgueil, en fait, de croire ça. En fait, une équipe, une unité de combat, c'est autant d'individualité, autant de leadership et autant d'équipiers que ça représente comme nombre. Et moi, je me suis cassé la gueule en 2017 à la patrouille de France quand j'ai essayé d'aider une équipe qui avait du mal à se fédérer. Rebelote en 2018. En 2012, j'ai eu des équipiers qui ne se sentaient pas bien
parce qu'ils n'arrivaient pas à intégrer l'équipe et j'étais persuadé que c'était moi qui pouvais être la solution et qui pouvait leur trouver la solution. Non, en fait, c'est pas vrai. Je suis souvent tombé en pensant que je pouvais essayer par mes petites mains de changer les choses. Il y a une forme, et qui ne doit pas nous empêcher toujours de travailler à trouver des solutions, mais il y a une forme d'humilité qu'il faut avoir face aux situations. C'est-à-dire que tu peux tout donner pour ces situations, mais tu dois reconnaître que toi, par tes petites mains, ce sera bien insuffisant pour la changer. Il faudra un moment que les autres adhèrent, que les autres aient envie de changer par eux-mêmes. Et que moi, je pense que c'est mes échecs, les derniers, ça a été un peu ça. Après, j'en ai tous les jours des échecs, des vols pas bien réussis, un travail pas suffisamment soigné, des échecs personnels, j'en ai tous les jours. Mais un échec qui m'a bien marqué, c'est celui-là, qui m'a beaucoup fait progresser. C'est d'accepter que je ne pouvais pas changer les choses à moi tout seul, que j'en étais pas capable, et que ça contrevenait presque à la liberté des autres. Et dans mon rôle de leader. Mais des échecs, en fait, ouais, t'en as. Parce que nous, on est dans un métier où chaque vol t'amène des choses bien faites et des choses mal faites, comme quelqu'un qui va s'entraîner le matin. En fait, tu passes ton temps à répéter. L'échec, quelque part, est une façon de progresser. Et je te rejoins énormément sur le fait que moi, tous mes échecs m'ont fait énormément progresser. Que ce soit les miens ou les échecs collectifs, etc. Ça te ramène, en fait, c'est comme une petite. Ça te ramène vers la réalité à chaque fois, en fait, de ce que tu es et de comment tu peux essayer de te relever pour essayer de faire mieux, etc. Mais ouais, tu progresses énormément plus, mais ça, c'est très comment tout le monde énormément plus avec tes échecs qu'avec tes réussites. Hein. Tes réussites, elles ne te font pas vraiment progresser, d'ailleurs, souvent. Il te faut constater que tu arrives à faire certaines choses, quoi, c'est tout. Hein. Ouais, ça fait constater. En PNL, du coup, en programmation neurolinguistique, on parle souvent de nos références passées. Quand on a vécu des situations de réussite, en tout cas, enfin de réussite, qu'on peut juger, des choses qu'on a réussi, qu'on a bien fait. Parfois, quand même, le fait d'avoir conscience de ces références et de ces moments. Par exemple, moi, je sais que il y a une épreuve pour entrer au PSPG, mais c'est aussi pour rentrer au GIGN ou d'autres trucs comme ça. Pour tester le vide, ils vont te faire monter sur une sorte de tour, et après, tu vas devoir marcher sur une planche qui doit faire à peu près 3-4 mètres et à peu près 20 cm de large. Et j'avais une certaine appréhension le jour des tests pour faire ça, mais je l'ai fait. Et donc tu marches sur la planche, tu vois le vide, ils te disent voilà combien tu vois de personnes en bas, est-ce que tu peux lever une jambe, etc. Ils te posent quelques questions pour voir comment tu réagis au vide. Et avant de le faire, j'avais une certaine appréhension. Je pense que si je le referais, j'aurais toujours une petite appréhension. Mais en tout cas, le fait de savoir que je l'ai déjà fait, moi, en tout cas, ça me fait une référence. Et c'est plus simple aujourd'hui de me dire, tu peux le faire, parce que tu l'as déjà fait. Et c'est comme un peu la prise de parole en public. Quand tu n'as jamais parlé devant 5 personnes, au début, ça fait peur. Après, une fois que tu l'as fait, tu dis, ah, je sais le faire. Maintenant, je pourrais parler devant 5-6 personnes à l'aise, et même peut-être 10. Et je pense que, du coup, les références passées, et que ce soit perçu comme des réussites, ces références, ou des références où c'était finalement une situation difficile, comme tu disais, parfois où tu as un apprentissage derrière, c'est bien que ça reste en quelque sorte enregistré dans notre cerveau pour continuer à évoluer par la suite. Et je pense que du coup, quand tu es en école de pilotage, on t'apprend au début à faire tes premiers vols, je pense que c'est une accumulation aussi de choses que tu dis: «Ah ça» enfin d'apprentissage et de références en quelque sorte enregistrées. Je sais pas si ça te parle un petit peu? Quand Ouais, mais mille fois, tu as entièrement raison. En fait, les échecs te font progresser, mais surtout te font passer des caps. Euh, ce que tu dis là, en fait, on peut associer les deux, le fait de la réussite et de l'échec par une petite chose. Tu vois, quand tu arrives à la patrouille de France, le premier vol que tu fais, alors que il faut imaginer que quand tu deviens pilote de la patrouille de France, tu as à peu près 15 ans d'expérience, un peu plus, un peu moins en vol, entre 1500 et 2000 heures de vol sur avion d'armes.
Donc, tu as quand même une grosse expérience aéronautique, mais en fait, tu sais rien faire de ce que peut représenter le pilotage en formation comme à la Patrouille de France. Et c'est assez impressionnant au départ, et tu dis, mais comment je vais y arriver? Et le premier vol que tu fais, c'est un vol à 4 avions où derrière toi sont les pilotes titulaires de l'année d'avant, et on va te faire toute la démonstration de l'année d'avant alors que tu sais strictement rien faire dans ce domaine. Et donc, tu vas jamais vraiment être correctement en place parce que tu sais pas le faire, mais tu vas l'être un petit peu. Et à la fin du vol, en fait, tu vas dire, ah, mais en fait, j'ai quasiment réussi. Il y a une marche encore énorme pour arriver à le faire, mais je suis pas si loin que ça. Et donc, en découvrant que voilà, la marche est pas énorme, enfin que la marche est énorme, mais qu'en même temps, tu as déjà réussi à faire ça, eh bien, ça te donne déjà confiance dans ta capacité à réaliser, à le faire. Donc oui, tu peux pas, tu as besoin quand même de voir que tu es capable de faire des choses, mais souvent, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est un peu comme un skieur qui a besoin de tomber pour progresser. Si tu te mets jamais en risque, si tu vas jamais au niveau de tes limites, tu vas rarement tomber, tu vas rarement progresser. Donc le fait de tomber est hyper important. Le fait aussi de constater que ce que tu savais pas faire hier, tu sais le faire aujourd'hui, te permet aussi de beaucoup progresser. Et c'est hyper important de le constater. On a souvent tendance à pas le constater, à se dire tiens, même pas remarquer que entre hier et aujourd'hui, on a appris des trucs qu'on savait pas faire la veille. Et ça, c'est ouais, bien sûr, il faut le marquer. Et mais quand tu es dans cette PNL, programmation neurolinguistique, elle va surtout avoir vocation à effacer plutôt euh, en fait, des moments où tu auras marqué dans ta mémoire des choses que tu n'as pas réussi à faire. Sur quelque chose où tu es complètement vierge, tu n'as jamais fait, tu vas jamais trop t'inquiéter et tu vas partir assez simplement sans trop te poser de questions. Cette PNL, cette visualisation mentale qu'on va pouvoir utiliser, ce qu'ils appellent le signe-signal, regarder quelque chose, penser à quelque chose que tu as réussi pour te mettre en confiance, ça va être souvent pour contrer une émotion qui vient à un moment qui te rappelle quelque chose où tu as échoué. Donc, tu es déjà dans OK, là, j'ai peur, ça me ramène à une émotion d'échec, il faut que j'inverse la tendance et que je ramène à une émotion de succès. Ouais, bah, en tout cas, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Parfois, on peut se dire, OK, j'ai peur d'échouer ou aller sur quelque chose de plutôt négatif, une parole interne, quelque chose comme ça. Et c'est bien de se mettre aussi des réflexes un peu comme ça. Non, et de changer la question, OK, quand est-ce que j'ai réussi? Pour un petit peu défocaliser son cerveau de l'échec, aller plutôt vers des références qui vont nous servir plutôt que plutôt nous faire baisser en énergie et finalement bah, un peu stresser. J'avais une question, du coup, Gauthier, par rapport à... C'est pas tant par rapport au... Ça joue sur le mental, ça joue sur notre quotidien, mais comment, toi, tu restes en forme? Comment tu restes dans ta vitalité, dans la santé? Est-ce que tu as des rituels que tu fais quotidiennement enfin, des rituels, des pratiques? Qu'est-ce que tu fais, en fait, globalement, pour rester en forme et en bonne santé, qui sont un peu tes rituels à toi? Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport parce que ça faisait partie de mon équilibre. Donc, surtout beaucoup de sport. Jamais trop fait gaffe à la nourriture, même si ça peut être une source d'énergie. Moi, c'est du sport, de la nature, du sport, de la nature. Maintenant, il y a plein de choses. Sur le sport, ce que j'avais trouvé hyper efficace à la Patrouille de France, c'est qu'on arrivait à faire une demi-heure le matin de 8h à 8h30 en réveil musculaire, et ça donnait une très bonne énergie. Donc, je conseille vraiment ces réveils musculaires de 30 minutes. Ça, c'est super efficace. Surtout associé à un entraînement sportif un petit peu plus poussé par ailleurs dans la journée ou dans la semaine, où on va aller un peu plus en force, un peu plus en résistance, un peu plus dans les coins du domaine. Mais juste ce petit réveil musculaire, une vie équilibrée, tout ce qui est abus d'alcool, de cigarettes, tout ça, c'est sûr que c'est pas bon. Mais le plus important, ça reste la tête.
En fait, quand la tête va, tout va, quoi. Normalement, presque le sport devrait on ne devrait pas avoir besoin d'en faire trop si tout va. Donc, c'est déjà d'être bien dans sa tête, quoi. Ça, c'est le plus important, quoi. Donc, bien dans ses émotions, bien dans sa confiance. Enfin, c'est assez bateau, mais ouais, c'est le plus important reste quand même la tête. Quand on est obligé après d'aller faire des séances d'ostéopathie, de 10 heures de sport dans la semaine pour se calmer et tout ça, c'est que déjà dans la tête, il y a un petit truc à travailler, quoi. Tu portes beaucoup d'attention à tes émotions? Tu portes beaucoup tu portes beaucoup de conscience à tes émotions? Non, parce qu'il faut pas que ce soit trop, faut pas que ce soit trop téléguidé ou faut pas que tout soit maîtrisé, quoi. Donc les émotions, on ne doit pas essayer de chercher à les maîtriser, elles sont là et on les accueille, mais le fait d'être bien dans sa tête ouais, c'est important. Ouais. Donc ouais, je pense qu'il faut y accorder beaucoup d'importance et pas avoir de peine à essayer de comprendre quand ça va pas bien, et en tout cas de pas le masquer ou pas le fuir ou pas vraiment d'aller comprendre d'où peut venir le problème. Et ce qui me permet d'envoyer à quelque chose qui est souvent très masqué chez l'être humain, c'est sa dimension spirituelle. Je sais que chez quelqu'un qui prépare le psy ou GIGN va être quelque chose qui est peut-être loin de ses considérations, mais quelque part, de vouloir s'engager pour ces missions-là est spirituel et fait partie de sa compréhension de la vie, comme un engagement familial, comme un engagement, c'est quel est derrière tout ça le sens que je veux donner à ma vie, quel est le sens de la vie, pourquoi je suis sur Terre, etc. Donc ces questions, grandes questions, où les gens disent oh là là, tu pars tu vas loin là. On peut peut-être rester sur des choses plus légères, plus simples. Ouais, mais non. En fait, non. En fait, si on passe toute notre vie sur Terre sans savoir pourquoi on est là, on ne va pas trouver toutes les réponses ici, mais fuir cette dimension-là par l'aventure, par le sport, par la nourriture, par tout un tas de choses, t'amènera à côté. Et une bonne façon de réussir le psy, le GIGN, tout ça, c'est d'aller bien dans sa tête et c'est d'avoir une vie spirituelle. Et voilà. On entend beaucoup parler de Ramadan en ce moment. Je trouve ça très bien. J'aimerais qu'on parle un peu plus aussi des autres, des autres vies spirituelles qu'on peut avoir dans notre société. Parce que c'est une dimension essentielle à la vie d'un être humain. C'est vrai que dans certaines unités, dans le domaine opérationnel, je pense que certaines personnes peuvent, dans des grosses opérations, etc., c'est un peu différent, là, ce que je veux dire, mais se couper de leur émotion pour vraiment être dans le faire et dans les tâches et dans la réalisation des objectifs. Et j'ai un formateur qui m'a formé, enfin, j'ai une personne qui m'a formé, qui disait souvent on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et en fait, pour le côté voilà, le plus important, c'est pas tant tout ce qu'on fait, toutes les tâches quotidiennes, mais en tout cas, c'est la réalisation de soi, l'être, qui on est. Et ce côté de spiritualité dont tu parles. Donc, ça vaut le coup, en tout cas, ça vaut le coup d'ouvrir ce sujet personnellement et de savoir un petit peu, voilà, finalement, quand je veux rentrer dans cette unité, quand je veux intégrer telle spécialité, si je veux faire tel métier, et ben, c'est pour quel but, au fond, pour moi et pour les autres. Je sais pas si ça te parle. Et Complètement. j'ai vu quelque chose sur, je crois que c'est sur ton LinkedIn, dans ta description. On n'en avait pas parlé la dernière fois, mais donc il y avait ta description, hein, où tu précisais que tu étais pilote, que t'avais été, en tout cas que tu étais pilote, etc. Et j'ai vu que tu avais marqué que tu étais intéressé, en tout cas, par les projets liés à la décarbonation de la planète. Je ne sais pas si c'est toujours quelque chose qui est d'actualité, mais ça me fait penser un petit peu à voilà, les buts un petit peu qu'on peut se mettre dans notre vie. Tu peux m'en dire plus, Gauthier, par rapport à ça? Ouais, moi, je pense que ça intéresse tout le monde en ce moment. La question, c'était à cette époque-là, en fait, en sortant de l'armée, j'essayais de monter une start-up qui bossait dans
développement durable, qui avait vocation à mettre des toitures végétalisées et des murs végétalisés sur les maisons pour les isoler et remplacer les clims et les chauffages. La protection de la planète doit faire partie fait partie de moi, comme elle fait partie de tout le monde. Finalement, c'est notre lieu de vie, on n'a pas envie de le saccager. Donc moi, je m'engage chez moi, mais simplement, et je pense que on est encore petit par rapport à ces problématiques-là, mais à faire attention à ma consommation d'eau, ma consommation d'électricité, à mes déplacements, etc. J'essaye, sans me culpabiliser ou sans culpabiliser les autres, d'avoir conscience qu'on doit protéger notre planète parce qu'elle nous a été donnée, qu'elle ne nous appartient pas et qu'elle est merveilleuse. Donc faire attention à la décarbonation, enfin, travailler sur sa consommation de carbone quand elle est excessive, surtout dans notre pays, ça me paraît... C'est vraiment intéressant de comprendre les enjeux, et puis c'est important pour les générations futures, mais sans culpabiliser. Je veux dire, on ne va pas arrêter de vivre, on va pas arrêter de vivre. Mais ouais, c'est important de prendre soin de là où on vit. Ok, top. C'est quoi tes projets pour la suite, Gauthier? En tout cas, tes projets actuels, ou comment tu vois ta vie pour conclure un Moi, petit peu cet enregistrement dans les prochaines années? Prochaines années, plein de beaux projets, plein de belles équipes. La matière est importante, mais l'équipe est essentielle. C'est-à-dire que maintenant que je suis dans le civil, ce que j'ai envie, c'est de continuer à vivre des vraies aventures d'équipe. Et ça, c'est le plus important parce que la vie passe vite et c'est là où on s'éclate le plus. Donc, des belles aventures d'équipe. Il n'y a pas besoin je vais choquer un peu, mais il n'y a pas besoin d'aller au psy ou au GIGN pour vivre ça. Ni à la patrouille de France, ni pilote de chasse. En fait, des aventures d'équipe, c'est pour tout le monde. Donc, et tout le temps et toute la vie. Donc, continuer à essayer de vivre ça et toujours de progresser, d'essayer de pas, voilà, d'avoir cette fameuse vie spirituelle parce que pour moi, elle est essentielle. Quoi qu'on croit, et parce que c'est ça qui nous fait être un peu plus qui on est réellement, sans oublier bien sûr tout le reste, et sans être hors sol, mais tout ça, ouais. Ok. Merci pour ton partage, Gauthier. Eh ben, merci à toi. Je te souhaite vraiment, déjà, à tous ceux qui écoutent, j'espère que vous allez réussir vos projets et que vous allez vous éclater. Moi, soyez persuadés que vous avez toutes les capacités pour le faire. Maintenant, voilà, il y a un petit peu de travail, donc bon courage. Et merci Alexis pour ce que tu fais pour les aider à préparer tout ça. Merci Gauthier. Allez, à très vite. À très vite, ciao. Ciao, ciao.